Salut à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo assez profonde, je vais l'improviser bien sûr, ça ne sera pas une vidéo qui sera parfaite, vous me connaissez, ce sont des vidéos qui sont faites sur l'instant, ce sont aussi des pense-bêtes pour mes prochains livres. Donc je vais faire cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue sur un de mes réseaux sociaux, sur Facebook, et je voulais justement parler de l'influence du climat sur la culture, mais aussi l'influence de la culture sur la sélection génétique des individus. Donc quand on dit c'est culturel, ce n'est pas génétique, il faut savoir que dans ce monde, tout est lié et que le climat influence la culture et que la culture influence la génétique. Donc nous sommes dans un monde où il n'y a pas des choses qui sont dans des cases, bien séparées. Non, tout est imbriqué, les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, je vais expliquer, par exemple, je voulais montrer les différentes cultures. Donc, en France, nous avons beaucoup de gens, de nombreux pays, de nombreuses régions de la Terre qui viennent en France de par, justement, son passé colonial de la politique française économique. Donc c'est très intéressant d'étudier justement les différentes personnes, s'apercevoir qu'il y a de grandes différences, alors qui sont des différences culturelles, mais qui sont aussi des différences génétiques. Alors la différence génétique, ce n'est pas uniquement au niveau de la peau, au niveau de la morphologie, de la conformation des individus, de leur morphologie. Non, ça va bien plus loin. Ça va aussi au niveau de leur fonctionnement biologique par rapport au milieu, de la façon dont ils perçoivent le milieu, dont ils le subissent, mais aussi de la façon dont ils pensent les choses et de la façon dont ils les mémorisent et la façon dont ils réagissent au milieu. Tout ça influencé par le climat qui a influencé leur culture, qui elle-même, climat et culture, influence aussi la génétique. Donc vous allez voir, il n'y a pas de supériorité et d'infériorité, il n'y a que des adaptations et ensuite après des mélanges, mais nous ne sommes qu'adaptation à des milieux. Donc je voulais parler de, par exemple, quelque chose qui est très intéressant, c'est de parler des moyens justement de transmettre l'information et la façon dont ça joue. Le climat joue sur cette façon de transmettre l'information et comment ça va jouer sur la sélection génétique des individus. Quelque chose qui est très profond et qui est rarement abordé par les scientifiques, bien qu'ils ont tendance à y penser, mais pour être bien pensants, pour éviter d'avoir des problèmes, ils vont éviter de parler de ces choses-là, alors que parler de ces choses-là, quand on le fait avec un esprit pur, on n'est pas là pour montrer une supériorité d'un groupe ou d'un autre, mais plutôt pour montrer que l'influence du milieu joue énormément sur la culture et que le milieu et la culture jouent sur la génétique et jouent sur l'intelligence. On ne va pas parler de supériorité et d'infériorité, on va parler de différents types d'intelligence qui s'enrichissent les unes des autres. Donc, on va parler seulement de cette transmission de l'information. Alors, quand nous sommes dans un pays équatorial humide, par exemple, nous sommes dans un pays subtropical, africain, donc qui vivent dans ce milieu-là depuis des milliers d'années, ces gens-là ne vont pas générer d'écriture, et pour quelle raison? Pas parce qu'ils sont bêtes, alors que les Européens vont, par exemple, les Égyptiens, les Grecs, les Chinois vont générer, même les Américains, les Centra-Américains, donc les civilisations américaines, vont générer des écritures. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'ils peuvent le faire, alors qu'en Afrique, il est bien difficile de transmettre des informations par l'écriture, pas parce que l'on n'y pense pas, mais parce qu'on ne le peut pas. Parce que le fait, par exemple, de conserver des données symboliques, représentant ou des sons ou des concepts, alors des sons, c'est l'écriture
sonographique comme nous avons en Europe, hein, ou des concepts, c'est l'écriture logographique comme nous avons en Chine par exemple, hein, où l'écriture ne correspond pas à des sons mais correspond à des concepts, et l'écriture européenne correspond à des sons, donc ça permet de transmettre, justement, de mémoriser, d'éviter de mémoriser dans son cerveau des données et de les transmettre en les stockant sur des bouts de tissu ou des bouts des fibres, hein, des tissus comme les papyrus à l'époque, hein, ou des papiers qui sont des fibres végétales, ou même avant comme des parchemins qui étaient de la peau. Quand on est en climat équatorial humide, eh ben, on ne peut pas conserver ces choses-là, car le climat équatorial humide n'est pas favorable à la conservation des fibres et des peaux. C'est pour ça qu'il n'en reste pas. Hein. C'est pour ça que l'on ne peut pas mémoriser de cette façon. Donc on va mémoriser d'une autre façon. On va mémoriser d'une façon orale en, justement, essayant d'intégrer un maximum de données par le chant, par exemple, hein, qui permet de mémoriser des sons en les associant à des variations ondulatoires, donc des variations musicales, hein, des perceptions musicales. Donc on va associer à la musique les paroles, hein, ce qui permet de mémoriser des données importantes et de les transmettre de génération en génération. Hein. Pareil, on va utiliser le poème qui permet plus facilement de mémoriser les données du langage. Pourquoi? Parce que, en général, quand on fait un poème, on va prendre des sons, hein, qui vont d'un mot à l'autre, qui se suivent, qui vont se ressembler. Donc on ira, hein, pour la rime, les chercher dans le même groupe de cellules, hein, cérébrales, de neurones, hein, de connexions neuronales qui correspondent à ces neurones, où elles auront été stockées. Hein, et en même temps, la longueur des mots, on va essayer de l'adapter à la longueur du premier mot, à la longueur du mot qui vient ensuite, après, ce qui permettra de facilement aller rechercher dans le cerveau ces mots qui ont été associés par la longueur, hein, le rythme. Hein, le rythme et l'intensité, on stocke justement les mots à peu près même dans le cerveau, à peu près aux mêmes endroits où il y a la même longueur et la même intensité. Hein. Donc c'est tout simplement une façon de stocker plus facilement de la mémoire, le poème. Donc, comme on dit tout de suite, toujours, d'une façon rigolote, mais qui est réelle, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, par exemple, je te sodomise Ursule, se retiendra moins bien que je t'encule Ursule. Pourquoi? Parce que encule Ursule ont la même longueur, hein, ils ont la même longueur de mot, 2 syllabes, hein, plus la même terminaison. Il y a de fortes chances que ça soit stocké aux mêmes endroits dans les petites cellules, hein, dans vos petits neurones, et que ça ait en partie les mêmes connexions neuronales. Donc c'est pour ça qu'en Afrique, nous allons avoir une sélection sur les individus ayant une très très bonne mémoire sonore des choses, leur permettant en fin de compte de pouvoir stocker une grande quantité d'informations en l'absence de support écrit, hein, de support solide comme la peau, le papyrus ou le papier, ou comme les fibres végétales qui vont pourrir à cause du climat. Hein. Donc c'est pour ça qu'en Égypte, on peut tailler dans la pierre parce qu'il n'y a pas cette atmosphère humide, et le sec le permet. C'est pour ça qu'on peut avoir des plaquettes d'argile au Middle East, au Moyen-Orient, hein, dans les civilisations du Moyen-Orient. Ça sèche très vite, ça se conserve très vite, et il n'y a pas cette humidité qui va dégrader les tissus. On n'a même pas besoin de cuire, hein, ces plaquettes d'argile, hein. Ça va très vite, on les cuit, on les sèche, on les amène. Hein. En plus, il y a de l'argile, puisqu'il n'y a pas de plantes par-dessus, puisque le climat est relativement sec. Hein. On peut mettre des parchemins dans des climats méditerranéens. Donc, il y a des facilités dans certaines zones pour conserver des données sur des supports solides. Hein. Donc, à ce moment-là, on n'aura pas forcément la même façon, la même sélection d'individus, hein, pour pouvoir transmettre ces données. En Afrique, nous avons par exemple au Sénégal le griot qui est la mémoire de la tribu. Hein. Alors ce n'est pas une mémoire qui peut raconter ce qui s'est passé dans le passé, hein, de la tribu, donc il y a donc des informations importantes
à transmettre pour la survie de la tribu, des façons d'agir, des façons de vivre, des façons de se comporter, des façons de travailler, mais aussi bien sûr des actes notariés. Ça, cette terre appartient à un tel, cette terre appartient à un tel, celui-là est le fils d'un tel, parce que le griot, c'est en fin de compte un notaire et un historien qui va mettre ça en musique, en l'absence de papier. Donc ça a un côté pour l'Européen folklorique, mais tout simplement c'est que l'absence de papier et l'absence de support qui se conserve longtemps empêche les gens justement d'avoir cet accès, cette possibilité de stocker beaucoup de mémoire sur des supports morts. Donc on va stocker la mémoire de la tribu dans des supports vivants qui sont le cerveau des hommes, qui vont se transmettre de génération en génération. Et c'est ainsi que les Africains ne jouent pas sur de la mémoire stockée dans un coin, sur du papier, la mémoire stockée sur du support mort, mais ils transmettent à chaque fois la mémoire sur du support vivant qui sont les individus entre eux. Il y a cette grande culture de transmission de mémoire. Donc en même temps, le fait de l'absence de papier, de l'absence de parchemin, de l'absence de support mort pour pouvoir stocker justement sous des symboles écrits, des concepts, des sons ou des concepts, donc il va faire qu'il va y avoir une sélection des individus avec une bonne mémoire du langage, une bonne mémoire des sons, tout simplement. Donc c'est pour ça que les Africains ont en général une capacité qui n'est pas due qu'à ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais qui est en partie due à ça, à l'absence de support pour pouvoir mémoriser des choses, de support non vivant. Donc ils vont mémoriser, ils vont utiliser la mémoire, leur cervelle, pour mémoriser un maximum de sons correspondant à des données importantes et ils vont les mettre sur de la musique et du rythme en plus, et sur de la poésie, si vous voulez, pour pouvoir transmettre ces données de génération en génération, données importantes pour la survie du groupe, puisqu'elle contient cette mémoire contient en elle la façon de travailler, la façon de faire des enfants, la façon de se comporter, de faire des enfants, de les élever, la façon de se comporter entre les gens, les règles qui régissent la vie, tout ça est mis en mémoire, en musique, en son, en poème, tout ce que vous voulez. Donc c'était comme ça en Europe, avant. Il faut savoir que les poèmes que nous avons chez les Grecs anciens étaient faits essentiellement pour être chantés. Chantés pourquoi? Et mis en rime, pourquoi? Parce qu'on mémorise beaucoup plus facilement des choses qui sont accompagnées de musique, en absence de support écrit, et qui sont accompagnées et qui sont mises en vers et en rime pour pouvoir justement plus facilement mémoriser des choses comme je vous l'ai expliqué. Mais quand arrive évidemment le papier, quand arrivent les supports rigides, les supports non vivants, parchemin, papier, pierre qu'on taille, des fois aussi, terre sur lequel on marque des choses, à ce moment-là, on a moins besoin, plaquettes d'argile, on a moins besoin de mémoriser par vers, et à ce moment-là, rentre en scène un autre type de sélection. Donc vous voyez, la culture est influencée, puisque le climat est pas humide, un autre type de sélection qui va arriver à ce moment-là, c'est la sélection des individus étant capables de mémoriser des classifications. Donc on va stocker des choses importantes sur des supports morts, et on va apprendre à stocker des quantités énormes de choses, ce qu'on appelle des bibliothèques. Donc on va commencer à stocker les choses, à ce moment-là les organiser le stockage et organiser la gestion, stockage de l'information fondamentale au bon développement de l'individu, mais au bon développement de la communauté. Donc c'est la naissance des premières bibliothèques, c'est la naissance des scribes, c'est la naissance de toute cette culture écrite qui est différente de la culture orale, puisque on ne va pas mémoriser des sons, des sons qui, le cerveau est quand même limité dans sa capacité de mémoriser des sons, et puis ces sons vont disparaître, en plus cette mémoire va disparaître avec les individus, comme on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, pas parce qu'ils sont cons et qu'ils n'ont pas fait de bibliothèque, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas faire de fibres, on ne pouvait pas faire de papier à cause du climat, donc on stockait, donc il y avait cette grande capacité de mémorisation de l'individu. N'oubliez pas, les Africains sont bons en langue
langues, les Africains sont capables de parler pas mal de langues, ce n'est pas que culturel, c'est effectivement culturel, puisque leur culture est comme ça, mais cette culture sélectionne génétiquement des individus capables de mémoriser beaucoup de choses. Alors l'Européen, lui, et l'homme du Nord, hein, comme l'Asiatique, hein, sont partis dans un autre type de mémorisation, hein, c'est de stockage de données, hein, c'est le fait de stocker des ensembles et de mettre des tas de données dans des lieux, hein, qu'on appelle des livres, qu'on appelle des bibliothèques, et comme ça, on n'a pas besoin de se souvenir de tout, on classifie une première fois les choses, et ensuite on va rechercher l'information. Donc l'Européen est plus un gestionnaire qui va stocker son information et la ressortir, le rendant moins rapide, si vous voulez, à la réaction, mais étant capable à ce moment-là de stocker une quantité phénoménale d'informations qui va ressortir quand il en aura besoin. Et l'intelligence de l'Européen, si vous voulez, c'est d'être capable d'aller chercher de l'information stockée qu'il aura stockée à l'avance comme un écureuil qui aura été stocké pour l'utiliser pour construire l'avenir ou pour gérer ou pour vivre dans l'instant. Hein. Mais il va d'abord stocker un tas d'informations dans des lieux, hein, qu'on appelle les livres, les bibliothèques, tout ce que maintenant l'informatique, hein, si vous voulez, hein, qui est la continuité du stockage des livres, hein, tout simplement, hein, la mémoire, Internet, la mémoire de votre ordinateur, c'est tout simplement ça. L'Européen s'est mis à stocker beaucoup d'informations, ce qui lui permet d'être plus lent dans la réaction, ce qui lui fait qu'il est plus lent dans la réaction, mais qu'il va beaucoup plus loin dans la conception, car il a stocké beaucoup d'informations sur des supports morts qu'il va chercher. Donc l'intelligence de l'Européen, c'est de savoir où il doit aller chercher l'information, information qu'il n'a pas dans la tête. Hein. Donc l'intelligence de l'Européen, c'est de chercher l'information un peu partout où il a stocké, donc de stocker l'information sur des supports morts et d'aller la chercher. Donc là, l'Européen, on va dire, est plus vide dans son cerveau, mais il a des connexions sur des réserves d'informations qu'il a fait, ce qui fait les grandes civilisations, hein, puisque ce sont des civilisations qui, pour se bâtir, ont besoin de connaissances énormes, et ces connaissances, un petit cerveau humain n'est pas capable de l'avoir, il est obligé de le stocker, mais il ne le stocke pas parce qu'il est plus intelligent que l'Africain, hein, ces grandes civilisations, je parle technique, hein, il le stocke parce que le climat lui permettait de le stocker, parce que dans un climat sec, un climat méditerranéen, comme la naissance de ces civilisations, hein, les civilisations naissent toujours dans ces climats assez relativement secs, entre le désert et l'humidité, ou entre le désert et le froid, hein, donc des climats qui ne sont pas trop chauds, humides, pas trop froids et humides, hein, les premières civilisations, plutôt des civilisations qui se trouvent autour de zones relativement arides, mais où il y a quand même un peu d'eau, où il y a quand même de l'eau, où il y a quand même où il y a quand même une possibilité de faire pousser des choses. Donc on peut à ce moment-là faire pousser des choses et stocker de l'information. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Vous voyez que la culture influence la sélection génétique, hein, des individus. Donc ce sont les individus capables de stocker des données en dehors de leur cervelle et d'aller les rechercher qui vont être sélectionnés, plutôt que en Afrique, par exemple, équateur humide, les individus, ou ailleurs, hein, dans toutes ces zones-là, capables de stocker en eux-mêmes des informations, hein, et de les récupérer tout de suite quand ils en ont besoin. Hein. Donc l'un est plus rapide que l'autre, mais l'autre est capable de stocker des données à l'extérieur et d'aller les rechercher, donc d'avoir une espèce de perception de sa données stockées à l'extérieur, même s'il ne peut pas y avoir accès tout de suite, il a quand même accès à ces données en y allant, en ouvrant son livre, en ouvrant son ordinateur. Donc des intelligences différentes, des génétiques différentes, hein, sélectionner l'un pour réfléchir dans l'instant beaucoup plus rapidement, puisqu'il est dans l'oral, et l'autre est dans la projection future, il va chercher sa mémoire qu'il a stockée dans différents endroits, donc la capacité, par exemple, pour l'Européen, de faire des sous-ensembles de données dans lesquels il ira chercher justement l'information, hein, importante. Il va stocker ça dans des ensembles extérieurs, voilà, dans des livres, des bibliothèques. Et c'est pour ça que l'Européen, stockant de plus en plus de choses, au bout d'un moment, il commence à stocker par l'écriture, hein,
Ensuite, il y a des écoles de scribes, et puis ils stockent tellement de trucs, et puis l'information doit se transmettre que ça met trop de temps à écrire, et on finit par inventer l'imprimerie, tout ça, pour pouvoir transmettre encore plus d'informations sans perdre le temps de l'écrire, hein, tout simplement. Hein. Il y en a un qui va le tailler une première fois dans un bout de bois, et ensuite, on va imprimer avec de l'encre hein, sur un bout de papier, et on va le transmettre partout, ces informations. Donc, vous voyez, culture du stockage, l'européen, c'est la culture du stockage d'informations dans du support mort, alors que l'africain, c'est la culture du stockage d'informations dans du support vivant. Ce qui fait deux intelligences assez différentes, mais complémentaires, bien sûr. Hein. L'une est dans l'instant, plus rapide, et l'autre est plus lente, mais a accès à une plus importante quantité de données. Voilà. Mais faut-il encore savoir les classer hein. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait sur l'influence du climat. Je prends quelques exemples, et c'est toujours intéressant. Hein. On peut voir aussi l'influence du climat hein, sur l'architecture. Alors, je n'ai pas parlé des climats tropicaux ou humides, où l'architecture n'a pas une grande importance, puisque le climat n'étant pas rigoureux, on n'a pas besoin de se projeter dans le futur hein, et pour vaincre justement cet hiver qui viendra. Hein, en bâtissant des choses, ou se protéger d'un soleil aride hein, qui peut vous tuer, hein, comme par exemple en Égypte, ou les civilisations du Moyen-Orient par exemple, qui eux pouvaient bâtir. Pourquoi? Parce que l'absence de végétation permet justement de bâtir en pierre, alors que quand on est dans un pays tropical humide, il y a beaucoup de végétation et on ne bâtit pas en pierre, puisque la pierre, on ne la voit pas, elle est sous les végétaux. Et les végétaux font pour vous déjà une protection. Il n'y a qu'à prendre quelques branches, on se les met au-dessus de la tête, hein, 3 feuilles de banane, et puis on assèche le sol et on dort peinard, tranquille, dans un climat à température agréable, puisque ce sont des climats équatoriaux, hein, donc il ne fait jamais très froid, il ne fait jamais non plus très chaud, il fait un climat 30 degrés, 35 degrés, humide, il n'y a qu'à s'abriter un peu de l'eau avec des feuilles de banane, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, hein, et tout va bien. Alors que dans un climat aride, comme en Égypte par exemple, on était obligé de bâtir quand même des choses pour se protéger de la poussière, climat aride, hein, même s'il y a le Nil qui passe, hein, et en même temps de tailler des pierres pour faire des murs et se protéger du soleil et se protéger de la poussière, tout simplement. Donc, on commence à être technologique dans la façon de se protéger du climat. Pareil, quand on arrive en Grèce, on devient technologique hein, à cet endroit-là. Pourquoi? Dans ces civilisations méditerranéennes, parce que le climat commence à être plus rigoureux l'hiver, donc on est obligé de faire des villes en pierre, parce qu'il n'y a évidemment pas assez d'arbres, il n'y a pas assez de végétaux pour faire de grandes bâtisses quand les hommes commencent à se développer, puisque c'est une végétation, on va dire, méditerranéenne, donc on n'est pas dans le nord de l'Europe avec ces grands arbres qui poussent partout, donc on va construire en pierre, car la pierre est accessible, car elle n'est pas sous le manteau végétal, donc on va commencer à avoir une culture des édifices en pierre avec sur tout le bord le pourtour méditerranéen, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et toutes ces civilisations-là, même moyen-orientales, hein, les Babyloniens, ça, qui vont construire en pierre parce qu'il n'y a pas assez d'arbres pour construire avec des arbres. Et paradoxalement, on se retrouve au nord de l'Europe avec des civilisations qui vont bâtir en bois, tout simplement, hein, parce qu'ils ne vont pas bâtir en pierre, ils vont bâtir en bois parce qu'il y a du bois, il y a des grands arbres, il y a des grands sapins. Hein, l'Allemagne, les Germains bâtissaient en bois, même au temps des Romains, c'était des grandes villes en bois, il n'en est rien resté, mais c'était des civilisations de bâtisseurs parce que le climat pour l'hiver était dur, donc il fallait construire et on construisait essentiellement en bois pour s'abriter. C'était des grandes villes, des grands villages en bois. Pareil, quand on descendait un peu au niveau de la Gaule, ce qu'on appelle la Gaule, on bâtissait en bois et en terre, donc mur en bois, mur en terre. Il y avait moins de pierres, il y en avait un peu, mais comme ce sont essentiellement des climats avec plus, où il pleut plus, avec plus de végétaux, on peut se permettre d'être mixte, donc d'être bois et pierre. Et quand on arrive
au nord, à l'époque, on était uniquement bois, donc on taillait en bois, dans grande culture de la construction en bois. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, au sud de la Méditerranée, des gens habitués à construire en pierre, et au nord de l'Europe, au sud de la Méditerranée, pas au sud, au sud, au niveau méditerranéen, des gens habitués à construire en pierre, comme les Romains, les Grecs, même les Égyptiens, hein, et au nord de l'Europe, des gens habitués à construire en bois, hein, comme les Germains, avec des villages en bois, ce qui fait qu'ils n'ont pas laissé de grandes traces, mais ils avaient quand même une grande civilisation sur la construction. Alors ce qui est marrant, c'est que ça se ressent encore maintenant dans la façon de construire. Et là, les gens, les architectes, souvent, quand je discute avec des architectes, ils disent « Ah oui, merde, tu as raison, mais effectivement. » Et on s'aperçoit que la façon dont pensent les Germains et la façon dont pensent les Méditerranéens n'est pas du tout la même. La façon de bâtir d'un Méditerranéen, on va dire d'un Italien, ancien romain, d'un grec, même d'un français du sud, même, n'est pas la même que la façon de bâtir d'un germain, car le germain est un être qui a été façonné par le bois, alors que le méditerranéen est un être qui a été façonné par la culture de la pierre, et le germain par la culture du bois. Donc c'est pour ça que les Germains, quand ils ont eu accès à l'arrivée de technologies du métal, alors oui, le métal, l'acier, ce sont devenus les maîtres du métal. Pour quelle raison? Tout simplement parce que leur esprit était déjà façonné au métal par la connaissance du bois, le bois qui se comporte physiquement de la même façon, sous les contraintes physiques de la même façon que le métal. Tout simplement, la pierre est excellente la pierre, elle subit des contraintes de pression, mais ne peut pas subir des contraintes de tension et de torsion, elle va se casser, alors que le bois, comme l'acier, peut subir des contraintes de tension et de torsion, et c'est pour ça qu'il est utilisé dans les ponts ou pour faire les poutres des bâtiments, ou de grandes poutres. Vous voyez, vous pouvez mettre de grandes poutres, elles ne vont pas casser en leur milieu. Si vous taillez une poutre de pierre de la même longueur qu'une poutre d'acier, vous voulez la placer au même endroit, elle va se casser en son milieu. Non, la pierre est faite pour les contraintes de pression, elle est extrêmement efficace. C'est pour ça que les Grecs et les Romains construisent en accumulation de blocs de pierre, un peu comme aussi les Égyptiens, accumulation de blocs de pierre, jusqu'au moment où ils ont compris qu'il y avait l'arche. L'arche qui est quelque chose, l'arche est tout simplement le fait de mettre deux contraintes de pression l'une contre l'autre en haut, en évitant au maximum les contraintes de tension sur la pierre qui risque de la casser, alors que le bois, lui, peut subir ces contraintes de tension et de torsion, comme l'acier. Donc quand l'acier est arrivé, les Allemands, les Germains sont devenus des maîtres de l'acier, et on se retrouve encore maintenant avec, chez les Germains, chez les Allemands, tous ces Nordiques, la capacité, qu'on peut voir les églises, par exemple, qu'on trouve les églises vikings, construction magnifique en bois, qu'on trouve aussi en Russie, un peu similaire, ou même la construction des bateaux des dracars, qui étaient des prouesses technologiques en bois. Donc tout ça a formaté l'esprit des hommes du Nord, qui étaient, par le bois, déjà habitués à travailler, à comprendre comment fonctionnait le métal. Donc ils sont devenus très vite des grands constructeurs en métal, avec ces grands bâtiments que l'on peut voir en Allemagne, avec des structures métalliques. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, le Germain, par sa connaissance du bois, connaît inconsciemment, c'est la culture, c'est le climat qui génère la culture, qui sélectionne des individus ayant génétiquement certaines capacités de compréhension, donc la compréhension du métal, la compréhension de la déformation du métal que l'on rencontre dans les constructions en métal, maintenant avec ces poutres, ces armatures en métal, que l'on voit en Allemagne avec ces constructions gigantesques allemandes qui sont en vérité de la maîtrise pure et dure du métal, qui est en vérité la maîtrise du bois, tout simplement. Voilà pourquoi il y a des différences dans la façon de construire entre le Nord et le Sud. Le Nord connaît la pierre, le Sud connaît le bois et s'est habitué au métal qui lui-même, les constructions étaient similaires au bois. Donc on peut voir comme le climat influence énormément la façon de penser des gens ici. Les Nordiques sont devenus des grands spécialistes de l'acier, et des constructions en acier. C'est tout simplement parce qu'ils avaient déjà une grande connaissance du bois,
tout simplement, et qui n'avait pas cette maîtrise de la pierre qu'avaient les hommes du Sud, les Méditerranéens. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur l'influence du climat, sur la génétique, hein, sur la façon de concevoir le monde? Oh, c'est mon grand thème de vidéo. Hein. C'est par exemple, on peut voir, ce que je dis toujours, hein, l'Européen en général et l'homme du Nord, le Chinois, est angoissé. Cette angoisse est en vérité une qualité. Hein. C'est parce que l'Européen a survécu par son angoisse de l'avenir. Tout simplement parce que l'hiver qui venait allait le tuer. Donc il était obligé de stocker, au début stocker du gras en lui, en mangeant beaucoup, mais aussi stocker du bois de chauffe. Hein. Donc ce besoin de stocker, hein, parce qu'il a le besoin de construire aussi, de construire un abri solide pour l'hiver, donc toujours de se projeter dans le futur par cette angoisse pour pouvoir justement, psychologiquement, il se projette dans le futur pour pouvoir appréhender le futur et surtout contrecarrer cet hiver, hein, qui va venir et lutter contre cet hiver. Donc l'Européen est toujours dans la projection future, dans l'angoisse, pour pouvoir justement faire des réserves et se protéger contre cet hiver rigoureux qui arrivera. Essayer de survivre l'hiver sans maison chaude, sans rien, vous allez mourir, il n'y a pas de nourriture, donc il faut stocker et il faut bâtir. Donc l'Européen est un angoissé qui se projette toujours dans l'avenir, hein, pour pouvoir affronter l'hiver. C'était à la base, c'est ça qui a formé l'Européen, cette mentalité européenne, cette mentalité aussi asiatique, hein, cette angoisse de l'avenir, hein, qui fait des dépressifs, qui fait des anxieux et des dépressifs, hein, qui fait des alcooliques, qui fait des drogués, oui, mais bien sûr, mais tout ça, c'est parce qu'on angoisse, cette peur, on n'est jamais heureux, même quand tout va bien, parce qu'on a toujours peur de ce qui va arriver, parce que cette peur, en vérité, nous faisait survivre pendant des centaines de milliers d'années, hein, car on devait justement stocker et bâtir pour survivre à cet hiver qui allait nous tuer. Alors qu'en Afrique, le climat est relativement chaud toute l'année, relativement humide, Afrique subtropicale humide. Donc l'Européen a généré des gens angoissés, des gens capables de se projeter spirituellement, l'Africain aussi, mais l'Européen est en permanence dans l'angoisse et dans la projection future, spirituelle, pour pouvoir appréhender justement cet hiver et pour pouvoir bâtir son avenir sur le moment. Donc il est tout le temps en train de penser à son avenir, de construire son avenir. C'est l'angoisse des parents en Europe. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Allez dire ça à un Africain, il s'en fout un peu, puisque de toute façon le climat a toujours été bon pour lui, puisque le danger c'était maintenant, puisque un climat luxuriant comme en Afrique subtropicale humide permet aux hommes de survivre, bien sûr, mais aussi fait qu'il y a beaucoup de bactéries et qu'il y a beaucoup de risques de mourir par maladie, hein, c'est ça, hein, l'Afrique. Donc on peut être mort demain. Donc il y a cette espèce de sagesse africaine qui conçoit parfaitement la mort, qui conçoit le fait que l'on peut demain ne plus exister et qu'il faut faire l'essentiel des choses que l'on a à faire dans l'instant. Cette espèce de sagesse africaine qui conçoit parfaitement la mort, qui conçoit parfaitement la maladie, qui sait que demain on peut être mort, hein, pas dans 6 mois, mais demain. Donc faisons les choses maintenant, hein. Donc c'est pour ça que l'Africain va être dans l'instant, dans sa relation à l'autre, dans l'instant, dans sa relation amoureuse, dans son contact à l'autre. Faisons les choses vite, hein, vivons vite avant de mourir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre longtemps, mais on sait très bien que la mort omniprésente peut nous tuer. La mort, ce n'est pas demain, la mort, c'est maintenant en Afrique. En Europe, la mort, c'est demain. Le climat étant moins rigoureux au niveau bactérien, on va plutôt mourir de la rigueur du climat. Donc l'Européen est tout angoissé par l'avenir, hein. Ça fait des angoissés, hein. Mais d'un autre côté, ça fait des gens calculateurs, capables de se projeter dans le futur et capables de bâtir de grandes choses par ces angoisses, hein. Bâtir, oublier la peur, hein. Oublier la peur en se jetant dans le travail, en se jetant dans la construction, en se jetant dans l'art, en se jetant dans la création qui permet d'annihiler ces terribles angoisses qui taraudent l'Européen et l'Asiatique, mais angoisse qui était fondamentale à sa survie pour stocker, accumuler et bâtir en vue de l'hiver. Vous voyez que le fait que l'Européen sont des bâtisseurs de civilisations technologiques et, on va dire, artistiques, classiques, conventionnelles pour les Européens, c'est-à-dire de l'art visuel, de la grande architecture, hein, tout simplement, c'est la résultante de cette angoisse de
l'avenir, hein, et le besoin de se protéger de l'avenir. Donc voilà, on voit deux façons de se comporter, mais ça joue énormément sur la sélection des individus et sur leur perception du monde. Hein. Donc on peut voir que l'Européen, lui, qui est dans la projection future, en perd son contact au présent. Donc il ressent moins le présent parce qu'une partie de lui est déjà en permanence projetée dans le futur. Hein. C'est pour ça qu'il a du mal à sentir, il a du mal à jouir de l'instant, puisqu'il est toujours, une partie de lui est toujours dans le futur, alors que l'Africain subsaharien est souvent avec le monde, il est en contact avec le monde, il est en contact avec la divinité directement par son corps, par l'instant. Hein. Il entre en transe quand on les voit danser, même sans drogue, il est capable de danser. J'étais en discothèque, je regardais un Africain danser. C'était en discothèque, oui, mais c'était aussi en salle de gym. Et là, il y avait un Africain qui était là, qui écoutait la musique, d'un seul coup, qui se mettait à danser. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'instant vibrant avec le monde, alors que l'Européen est toujours en train de se construire, même quand il fait de la musculation, en pensant à l'avenir, alors que l'Africain pense à l'instant et jouit et vit son corps sur l'instant, hein, de façon différente de vivre les choses. Et ça peut très bien se voir, et c'est marrant, c'est une longue vidéo, parce qu'on rigole souvent, vous savez, sur l'autoroute quand on conduit. Alors, bien sûr, je crois que c'est Lévis, hein, qui est un champion de course automobile, c'est Lévis, c'est ça, je ne suis pas en Formule 1, mais alors on dit oui, c'est un Africain, le premier champion, non, c'est un métis, c'est différent. Donc, un Africain, en général, je dis bien en général, parce qu'on trouve de tout partout, est moins bon en voiture, en course de voiture, est moins bon en conduite, hein, si vous remarquez, souvent, hein, pour les gens qui conduisent, qu'un Européen, hein, ou même qu'un Maghrébin. Pourquoi? Pour quelle raison, hein? Pour la seule raison très simple, que la voiture, c'est la conduite automobile, hein, ce n'est pas une activité de réflexe, bien que les réflexes c'est une part importante en cas d'accident, en cas de problème qui arrive sur l'instant, mais c'est une activité d'anticipation. C'est-à-dire que la voiture va tellement vite que vous ne pouvez pas réagir tout de suite au virage qui arrive. Vous devez toujours, quand vous conduisez, vous projeter dans l'avenir. Donc, vous êtes en train, à chaque fois quand vous conduisez une voiture, vous le savez, tous les gens qui conduisent, de penser à tourner avant de tourner. Alors que, par exemple, quand vous êtes en boxe, il faut toujours tout de suite réagir et pas penser à esquiver quand le gars va vous donner un coup. Non, le gars vous donne un coup, vous devez agir le plus vite possible et par réflexe frapper. Donc c'est des créations de réflexes conditionnés, hein, et c'est en même temps la capacité de réagir par réflexe, hein, qu'il soit éducatif ou acquis, mais là c'est de l'éducatif, à des attaques. La conduite, c'est pas du tout ça. La conduite, c'est de l'anticipation. Donc c'est créer effectivement des réflexes conditionnés, mais créer de l'anticipation dans sa façon de penser. Et comme l'Européen est quelqu'un l'Asiatique, qui anticipe en permanence sa vie, puisqu'il doit anticiper l'hiver qui doit arriver pour survivre en accumulant de l'énergie et en se protégeant contre la déperdition énergétique, il est toujours projeté dans le futur. Donc, il a tout de suite des facilités à conduire. Pourquoi? Parce que la conduite est un sport d'anticipation ou une activité d'anticipation. Alors que l'Africain, vous allez le voir sur la route, pas tous bien sûr, ils vont en général lentement et ont du mal à maîtriser cet instrument qui va très vite, car leur esprit n'est pas fait à la base pour se projeter spirituellement dans le futur, mais pour réagir sur l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se projeter dans le futur, mais ce n'est pas leur fonction principale à cause du climat. L'Africain est un grand philosophe en général, quelqu'un qui perçoit très bien l'instant, qui perçoit les problèmes, qui perçoit tout ce qui l'entoure, qui est capable de manier des langues. Alors, bien sûr, je globalise parce qu'on trouve de tout partout, hein. Il n'y a pas que des Africains qui sont capables de ça, il y en a qui sont incapables de ça, et d'autres qui sont même capables de se projeter en futur. On trouve de tout, comme des Européens qui sont capables de manier plein de langues et d'être dans l'instant, mais je parle globalement de l'influence du climat. Donc, c'est pour ça que l'Africain, lui, en général, a du mal à conduire. Il va, si vous remarquez bien, les Africains sur la route, ceux qui me connaissent, je ne mens pas, hein, je parle à mes amis, salut, ça va, Yaya, hein, quand on en parlait en rigolant, hein, souvent l'Africain sur la route, hein, l'afrodescendant roule beaucoup plus lentement, hein, et fait très attention. On voit qu'il est beaucoup moins à l'aise car il n'a pas cette projection spirituelle future aussi
aguerri que l'Européen, et ça, ce sont des acquis génétiques en général. Par contre, l'Africain en réflexe est capable d'agir beaucoup plus vite et de s'adapter très vite à une situation changeante, sans forcément être obligé de faire des grands calculs lents. Vous avez vu, l'Européen, comme je l'ai expliqué, est obligé pour réagir à un changement, à quelque chose. Souvent, il va stocker de l'information à plusieurs endroits et aller la chercher et se programmer pour agir. Alors que l'Africain, lui, va être capable de réagir très vite à des données, ce qui fait le boxeur africain, comme vous pouvez voir, on les voit beaucoup en sport de combat. Pourquoi les afrodescendants? Parce qu'ils sont capables de réagir très très vite à des stimuli extérieurs et de s'adapter très vite sans avoir à anticiper par réflexe conditionné. Donc, cette capacité de penser et agir très vite en ayant accumulé, comme je l'ai dit, dans sa cervelle, beaucoup de données pour réagir sur l'instant, cette capacité de parler, de mémoriser des langues et de répondre très vite. Oui, quand vous parlez, vous n'allez pas vous amuser à aller chercher dans un dictionnaire, alors que l'Européen, lui, aurait tendance à aller chercher dans un dictionnaire pour pouvoir parler la langue. Donc il aura stocké de la mémoire externe. Le dictionnaire, ce n'est pas une invention africaine, c'est une invention d'Européens qui vont stocker des données. L'Africain va apprendre à tout mémoriser en lui, mais ça est une limite, puisqu'il est capable de mémoriser beaucoup de choses, mais il ne pourra pas aller en chercher à l'extérieur. Alors que l'Européen a une moins grande capacité de mémoriser de grandes choses d'un coup, mais il est capable de mémoriser beaucoup de sous-ensembles pour aller chercher plein de données et pour, en fin de compte, penser plus loin dans le temps. Donc voilà à peu près les différences. C'est assez intéressant. Donc l'Europe, prévoir l'avenir, c'est un angoissé, mais des connexions présentes, capable de projection future et d'anticipation, capable de gestion, capable d'anticiper même de la prédation d'une façon machiavélique, ça c'est l'Européen, puisque le fait de manquer l'oblige souvent à faire de la prédation sur son voisin, et c'est tout le temps les Européens de la guerre, de la prédation ou de la gestion du domaine, alors que l'Africain, lui, a beaucoup moins de problèmes, il gère un territoire avec la tribu, très bonne gestion en général, moins de prédation d'un groupe à l'autre, puisqu'on reste sur un territoire pendant des milliers d'années qui était autorégulé par la maladie. Alors que l'Européen, c'était pas tout à fait la même chose. Il y avait des grandes maladies qui arrivaient, mais en général, moins. C'était les pestes, tout ça, ça arrivait de temps à autre sur les grandes agglomérations, mais c'était moins fréquent. L'Européen meurt en général l'hiver d'une pneumonie, mais il y a moins de maladies en permanence. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Bon, c'est tout, à peu près une petite vidéo pour vous montrer que le climat influence la culture et que la culture influence la génétique et qu'il n'y a pas culture et génétique, il y a une imbrication des choses entre elles. Vous voyez, je parle dans tous les sens, ce n'est pas grave. Sachez que ces vidéos sont faites pour vous enseigner le monde, pour que vous compreniez le monde, mais aussi elles sont faites pour moi et mon équipe, qui récupère ce que je dis, qui permet et qui les met en texte. Et ainsi, nous faisons des livres, bien sûr, pour vous enseigner le monde, vous, mes frères humains, d'où que vous veniez. Donc, je fais ces vidéos pas pour montrer qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, non, pour montrer que nous sommes différents les uns des autres, et que ces différences viennent tout simplement du milieu dans lequel nous vivons. Notre perception du monde n'est pas la même, mais ces différences qui ont été faites par nos adaptations à des milieux différents, sont en vérité un enrichissement pour l'humanité, car elles permettent de générer des individus différents qui s'enrichiront les uns des autres de leurs adaptations propres au milieu dans lequel ils ont vécu. Donc voilà, petite vidéo de Fred Deladier. À bientôt, philosophie, évolution, sociologie, tout est mélangé, tout ne fait qu'un, mais vous verrez que ce que je dis est profond, est juste et est beau, et qu'il n'y a aucun racisme là-dedans. Il n'y a que l'amour de nos différences, la différence de mes frères humains, qui fait leur beauté. J'aime l'Europe, j'aime les Européens, j'aime les Africains, je les aime dans leur différence. Voilà. Mais je les aime aussi quand ils se mélangent, s'ils veulent, mais que ce ne soit pas un projet politique, que ce soit une histoire d'amour. Voilà. Allez, à bientôt, c'était Fred Deladier.